Non. Si ce n'est pas le cas, du coup, je vais prendre la suite pour vous présenter donc, les travaux sur les incertitudes lors de l'estimation de prédiction de marée dans le passé. Alors, je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Ouais, c'est bon. Ok, très bien, merci. Je tiens à remercier Alexa Latapi et Gaël André, avec qui on a beaucoup travaillé sur tous ces derniers temps sur cette thématique. Et je tiens à préciser aussi on va vous présenter des résultats qui sont très, très, très jeunes, parce qu'on est en train de faire la review de notre papier qu'on a soumis il y a 2 semaines, et la review, on va la rendre la semaine prochaine. Donc, si ce n'est pas très clair ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à la fin de demander des précisions ou des explications sur certains sujets. Donc, dans un premier temps, le contexte. Donc, les surcotes de pleine mer sont une variable d'intérêt dans le contexte de la sûreté nucléaire. Donc, à savoir que la surcote de pleine mer étant donc la différence entre le niveau marin maximum observé et le niveau marin maximum prédit. Donc, lors d'un même cycle de marée. Donc, vous avez sur la diapo une petite figure qui explique donc, ce qu'est la surcote de marée. Et en fait, actuellement, au sein du GT, on a 2 méthodes qui sont utilisées pour estimer des surcotes de pleine mer. Donc, dans un premier temps, là, pour un événement donné, on a des données marégraphiques historiques qui sont contemporaines à un événement pour estimer des composantes harmoniques et ensuite faire des prédictions premier cas. Et dans un deuxième temps, on a uniquement des composantes harmoniques actuelles, récentes, estimées sur des observations récentes, que l'on va utiliser pour faire des prédictions prédictions du niveau de la mer dans le passé, mais en modifiant le niveau moyen pour prendre en compte les variations du niveau de la mer. Donc, sur les 2 méthodes que je viens de vous présenter, il y a des avantages et des inconvénients. Pour la première méthode, cette méthode, donc l'utilisation de données d'observation contemporaines à l'événement pour estimer des composantes harmoniques et un niveau moyen de l'événement, en fait, présente l'avantage de retranscrire clairement l'hydrodynamique de l'événement et de l'époque. Et on ne prend pas en compte d'éventuels effets dus à l'anthropisation du port au cours du temps. Et on a vraiment les caractéristiques de la marée de l'époque. On peut s'affranchir d'une correction du niveau moyen de la mer parce que comme on travaille avec des données qui sont contemporaines à l'événement, on n'a pas besoin de faire une correction spécifique. Cependant, un petit bémol quand même sur ce point, c'est que si on n'a pas assez de données d'observation, on ne va pas pouvoir prendre en compte les variabilités interannuelles si les observations sont trop courtes. Et comme je le disais tout à l'heure, on a besoin d'assez d'observations pour estimer avec une bonne incertitude les composantes harmoniques nécessaires pour estimer des prédictions de marée. Pour la deuxième méthode, donc l'utilisation de composantes harmoniques modernes, donc faites sur des observations très récentes, avec un ajustement du niveau moyen de la mer en utilisant une tendance linéaire, permet d'avoir toute composante harmonique résolue, car on a plus de 19 ans de données, on peut résoudre donc tous les cycles, surtout le cycle nodal de 19 ans. On a de la donnée à beaucoup plus de stations qui sont disponibles, donc on peut faire des estimations de prédiction dans le passé pour beaucoup plus de stations. Par contre, il peut y avoir des phénomènes d'anthropisation portuaire ou littorale au cours du temps qui peuvent avoir modifié donc ces composantes harmoniques. Et bien sûr, en fonction de la durée des observations utilisées, une tendance linéaire estimée est plus ou moins incertaine. Donc, partant de ce constat, l'objectif de cette étude était d'analyser donc les sources d'erreurs possibles lors de l'estimation de surcote de pleine mer, donc surtout les sources d'erreurs lors de calculs de prédiction de marée qui vont ensuite nous servir pour estimer des surcotes de pleine mer. Dans un premier temps, on va analyser un petit peu tout ce qui touche à la variabilité de la marée, donc aux composantes harmoniques de la marée.
Et dans un deuxième temps, on va regarder plutôt tout ce qui touche à l'évolution du niveau de la mer. Et enfin, pour pouvoir quantifier les écarts et les incertitudes entre ces deux méthodes. Pour cela, on a choisi de travailler avec les données GESLA V3, qui sont donc une base de données très riche de séries marégraphiques. On a choisi 14 stations qui sont réparties un petit peu partout dans le monde. Alors malheureusement, ce n'est pas très représentatif pour l'hémisphère sud, car il y a très peu de données, parce qu'on souhaitait avoir des séries longues avec une haute fréquence, donc séries longues plus de 100 ans de données, avec une haute fréquence, donc un minimum une fréquence horaire. Et on voulait travailler avec différents types de régimes de marée et on voulait, si possible, avoir un minimum de lacunes dans nos données d'observation. Donc au total, on a 14 stations en Europe et quelques-unes aux États-Unis et une station un petit peu plus exotique en Australie. Alors, dans un premier temps, comme je vous le disais tout à l'heure, on s'est intéressé à l'incertitude associée à la variabilité des composantes harmoniques. En fait, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, le graphique est peut-être un petit peu compliqué à comprendre, mais en fait, on a fait une analyse harmonique sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 9 ans et 19 ans pour chacune de nos stations. Ensuite, on a fait des prédictions de marée avec les différents jeux de composantes harmoniques à notre disposition. Et en fait, on a comparé tous ces jeux avec notre jeu de données de référence qu'on a considéré être le jeu de données de 19 ans de données d'observation pour estimation de composantes harmoniques. Et donc, vous voyez sur le panel du haut les RMSE, donc la comparaison des jeux de données donc estimés à 19 ans, sur 19 ans d'observation et sur 1 an d'observation. Et plus on va aller vers la droite, plus on va vers la droite, plus on a de nombre d'observations, nombre d'années d'observation pour une analyse harmonique. Sur le panel du haut, vous voyez les RMSE pour toutes les stations pour les estimations de marée haute, enfin de pleine mer. Et sur le panel du bas, pour les marées, pour les basses mers, pardon. Alors, la RMSE en augmentant le nombre d'années d'observation utilisées dans une analyse harmonique. Il faut noter également qu'on a plus d'écart pour certains sites que pour d'autres. Donc, il se trouve que c'est un site néerlandais, donc Delfzijl, et un site suédois, Kungsholmsfort, excusez-moi de la prononciation. Mais si on exclut donc ces deux stations, on voit qu'on réduit quand même énormément notre RMSE entre ces deux jeux de données, donc comparé à notre jeu de données de référence qui est le jeu de données sur 19 ans. Avec une RMSE inférieure à 5 cm, voire encore bien meilleure si on prend par exemple 9 ans de données. Dans un deuxième temps, comme on considère qu'il faut 19 ans de données pour bien résoudre tous nos composantes harmoniques, on a fait une analyse harmonique glissante sur chaque année sur 19 ans d'années d'observation. Donc là, je vous présente les résultats sur Brest, sur 4 ondes semi-diurnes principales. Et, pardon, il manque l'échelle de temps, mais c'est de 1840 à aujourd'hui. Et on peut voir qu'on a une variabilité long terme des composantes harmoniques. Donc ça, c'est une variabilité interne qu'on a pu observer à Brest. Alors, sur l'échelle, c'est en centimètres. Et donc, pour l'onde M2, qui est l'onde principale à Brest, on a à peu près 3 cm d'écart entre le niveau le plus haut et le niveau le plus bas sur l'amplitude. Et à peu près, ouais, on a à peu près 1 degré de variation sur la phase à Brest. Donc, on peut considérer que 2 cm, voire 1 degré de phase, c'est quand même si ça paraît être une grande variation, c'est relativement stable, en tout cas pour l'exemple de Brest. Donc ça, c'était un premier résultat. Dans un deuxième temps, on s'est donc intéressé aux incertitudes associées à l'évolution du niveau de la mer.
Donc, pour toutes les stations, on a estimé des tendances linéaires sur des niveaux moyens à partir de niveaux moyens journaliers sur 30, 60 et 120 ans. Donc, vous voyez sur la partie gauche, donc la période la plus longue, et sur la partie droite, la partie la plus courte. On a choisi ces périodes parce que 1990 à aujourd'hui correspond à peu près à la période où on a également de la donnée altimétrique à disposition. 1960 à aujourd'hui, on a choisi cette période parce que suite à un papier de Douglas dans les années 90 qui disait qu'il faut au moins 60 ans de données pour estimer une tendance linéaire séculaire fiable. Et ensuite, on a rallongé au maximum pour un grand nombre de stations pour avoir vraiment la tendance séculaire sur ces données. J'ai essayé de colorier de la tendance la plus faible vers la tendance la plus haute. Et donc, en fait, on voit que si on prend que 30 ans de données, non seulement les incertitudes associées sont beaucoup plus grandes que sur les deux autres périodes, mais aussi que pour quasiment toutes les stations, les tendances linéaires sont beaucoup plus fortes si on prend uniquement 30 ans de données. À titre de comparaison, on a essayé également de faire une estimation de tendance polynomiale ou quadratique sur exactement les mêmes périodes. Et ce qu'on peut voir là, c'est que la tendance n'est pas aussi claire à réellement une augmentation ou potentiellement une accélération. Voilà. Enfin, si on regarde donc, les incertitudes associées à l'évolution du niveau de la mer, sur ce graphique, vous voyez tous les niveaux moyens annuels pour chaque station. Et en fait, on peut clairement voir que le niveau de la mer, il n'est pas stable. Il y a des variabilités interannuelles qui sont très, très clairement visibles et qui sont donc lissées si on fait une estimation, que ce soit une estimation de tendance polynomiale ou linéaire. Donc ça, c'était un premier constat. Ensuite, on a souhaité comparer deux méthodes, donc les deux méthodes qu'on vous a donc citées tout à l'heure. Donc, l'estimation de surcote en utilisant donc des prédictions de marée faites à partir d'observations contemporaines à un événement. Donc, pour ça, on a fait une analyse harmonique glissante sur 1 an, 2 ans, 5 ans et 19 ans. Pour tous les ans. Et dans un deuxième temps, on a donc estimé des surcotes avec des prédictions avec des composantes harmoniques estimées sur la période 2000 à 2020, donc pour résoudre donc le cycle nodal complet. Et ensuite, on a corrigé avec un niveau marin sur une tendance linéaire de 60 ans. Donc, sur le panel de gauche, vous voyez la RMSE et sur le panel de droite, vous voyez l'incertitude à 95%. Et en fonction des couleurs, le bleu foncé vers le rouge, plus c'est rouge, plus on prend beaucoup d'années en considération pour faire notre analyse harmonique et donc nos prédictions de marée. Donc, on voit encore une fois que nos deux sites d'Elvzil ici et Kungsholmsfort, excusez-moi de la prononciation, sortent quand même un petit peu du lot, mais on peut dire que déjà, si on prend un an d'observation contemporaine à l'événement, si on exclut les deux sites que je viens de citer, on a une RMSE sur toute la série inférieure à 15 cm. Et plus on augmente le nombre de données, plus on va réduire cette RMSE pour aller inférieure à peu près 5 cm pour toutes les stations. Alors, du coup, le rond correspond à un ajustement du niveau moyen avec une tendance linéaire basique, estimée donc entre 1960 et aujourd'hui. Et dans un deuxième temps, on a voulu voir si la correction de la variation interannuelle du niveau moyen apportait encore une amélioration de ces résultats. Et on s'est rendu compte que, donc ça c'est les petites étoiles, donc de la même couleur pour être cohérent avec le nombre d'années pris en compte. Et on s'est rendu compte que pour 1 an, 2 ans et 5 ans, on arrive à améliorer un petit peu les résultats, mais si on avait 19 ans de données et qu'on réinjectait la variation interannuelle, on dégradait un petit peu les résultats.
Donc, pour vous présenter donc, un petit peu les sources d'erreurs et, et leur ordre de grandeur, donc, concernant donc, la variabilité de la marée, si on prend une année d'observation, ça nous permet de résoudre donc, les composantes harmoniques principales, mais celles-ci sont potentiellement influencées par le climat de l'année. Si c'est une année tempétueuse, on va avoir beaucoup de résidus qui vont perturber en fait, notre analyse harmonique et qui ne vont pas nous permettre de résoudre clairement les composantes harmoniques, et le niveau moyen, donc MSL, peut être faussé par les variations interannuelles. Si on augmente le nombre d'années d'observation, on peut lisser évolué dû à des changements naturels et ou anthropiques. Et en fait, on a le problème que dans le passé, donc, qui est un petit peu le cœur de l'étude, c'est qu'on, dans le passé, pour des événements historiques, on a souvent peu ou pas de données d'observation. Donc, bien qu'on ait quelques avantages à cette méthode, elle n'est pas toujours, malheureusement, elle n'est pas toujours applicable. Dans un deuxième temps, si on regarde uniquement les aspects évolution du niveau de la mer, comme on le voyait tout à l'heure sur le tableau, si on utilise une tendance estimée sur trop peu d'années, les incertitudes sont très fortes et cette tendance risque de ne pas être représentative d'une évolution séculaire, voire plus lointaine que ça. Et sur la tendance polynomiale, il y a des travaux qui ont montré qu'en fait, elle est fortement dépendante des années de début et de fin utilisées pour l'estimation de cette tendance, et elle est également très sensible aux lacunes dans les séries de données. Je vais vous présenter deux tableaux résultats de notre étude. Donc, vous avez pour toutes les stations l'influence uniquement si on fait varier les composantes harmoniques. Donc, c'est-à-dire qu'on a utilisé, donc là, vous avez la répartition en 1 an, 2 ans, 5 ans et 19 ans d'observation utilisées pour estimer les composantes harmoniques, et donc celle-ci utilisée pour les prédictions de marée. Et dans la première colonne, donc le P99, ça représente c'est la hauteur des 1% des surcôtes de pleine mer les plus extrêmes, et également la date de la surcôte de pleine mer maximum et la hauteur de cette surcôte de pleine mer maximum. J'ai essayé de soulever en bleu les dates qui ne sont pas identiques sur si on utilise un nombre différent d'années d'estimation de composantes harmoniques. Donc, il y en a à peu près la moitié qui sont sensibles où la surcôte de pleine mer ne va pas avoir lieu à la même date. Et ensuite, j'ai souligné en rose ou en mauve les écarts sur les surcôtes de pleine mer maximum supérieurs à 10 cm. Donc, on voit qu'il y a à peu près, pareil, un petit peu plus de la moitié des écarts qui sont un petit peu plus grands que 10 cm sur la surcôte de pleine mer. Dans un deuxième temps, on a refait le même exercice en regardant uniquement l'influence du niveau de la mer, de la tendance utilisée pour la variation du niveau de la mer, donc la tendance sur 30 ans, 60 ans, 120 ans et une tendance polynomiale sur 120 ans. Donc, vous avez les mêmes résultats. Et cette fois-ci, j'ai souligné, donc encore une fois en bleu, les dates qui ne sont pas identiques pour les surcôtes de pleine mer. En rose, on retrouve donc les surcôtes de pleine mer qui ont un écart de plus de 10 cm. Et en vert, cette fois-ci, on retrouve les 1% des surcôtes les plus grandes où les écarts sont supérieurs à 10 cm. Et en fait, ça, c'est un phénomène qu'on ne voyait pas du tout sur la diapo précédente, donc sur le tableau précédent. Le 99e percentile était grosso modo à plus ou moins 10 cm près le même, mais en jouant sur la tendance, en prenant différentes tendances, on va avoir cet écart qui peut apparaître pour un certain nombre de stations. Quelques points d'intention aussi sur cette étude. Donc, la station de Kungsholmsfort est située en mer Baltique. Donc, c'est une station où il y a vraiment très, très peu de marnage. Les ondes sont très petites
et sont difficiles à détecter. Donc, il y a une forte variabilité, notamment des phases. Et la question peut se poser, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux travailler sur les niveaux marins totaux et pas essayer de décomposer le signal de la marée en marée et surcote. Dans un deuxième temps, on a travaillé uniquement avec les méthodes d'analyse harmonique classique. Donc, c'est une méthode qui est utilisée un petit peu partout, mais qui n'est pas forcément adaptée à tous les sites, notamment en zone estuarienne. Et c'est ça qui pourrait éventuellement expliquer les résultats moyens à Delfzijl, donc Delfzijl aux Pays-Bas, qui est situé dans une zone estuarienne. On tient à préciser aussi que pour les sites qu'on a choisis, on n'a pas fait d'analyse sur l'interaction marée sur côte. Et a priori, Key West semble sujet à ces interactions. Et également, les sites que nous avons présentés sont des sites qui sont relativement stables et peu ou pas affectés par des mouvements vertico-terrestres abrupts, c'est-à-dire des séismes, ou alors des phénomènes, des mouvements vertico-terrestres anthropiques, donc, comme par exemple la subsidence suite à l'extraction de massifs de niveau d'eau souterraine, où on va avoir une subsidence sur éventuellement une cinquantaine d'années, qui va pouvoir perturber l'estimation d'une tendance linéaire, qui va pouvoir fausser cette tendance. Donc, pour conclure, donc la surcote est vraiment dépendante des prédictions de marée et de la méthodologie utilisée pour les prédictions de marée. À notre méthode d'estimation de prédiction de marée. Cependant, entre les deux méthodes qu'on vous a présentées, il est possible de donner un ordre de grandeur de ces incertitudes. Pardon. Et donc, si on exclut Delfzijl et Kung-Zone-Fort, on a donc une RMSE ou une P95 entre les deux méthodes, respectivement, inférieure à 12 cm ou 20 cm avec des composantes harmoniques estimées sur 2 ans, inférieure à 7 voire 15 cm sur des composantes harmoniques estimées sur 5 ans, et d'environ 5 cm, et c'est 10 cm, c'est pas 1 cm, excusez-moi, sur 19 ans de données d'observation. Et on peut également conclure que si on prend uniquement 30 ans d'observation pour l'estimation d'une tendance du niveau moyen, c'est pas forcément suffisant, surtout dans le contexte actuel de changement climatique. 60 ans, c'est mieux. On réduit les écarts inférieurs à 10 cm. Et une des perspectives serait de faire une analyse de sensibilité, en fait, si on injecte des incertitudes à toutes ces valeurs dans le cadre des analyses fréquentielles, afin de voir l'impact en fait, de ces incertitudes sur les grandes périodes de retour de surcote de pleine mer. Donc, première question de la part de Jessie. Oui, on a regardé d'autres indicateurs que la RMSE, mais on a fait le choix de ne pas les afficher sur le diapo pour pas trop complexifier tout ça. Je les mettrai en annexe du diapo qu'on vous rendra à disposition. Et donc, une question de Lise. Ouais, je peux la poser à l'oral. En fait, moi, je m'interrogeais sur les conclusions sur les tendances, hein, enfin, et l'extension, la durée de la période nécessaire pour calculer des tendances, du coup, du niveau. Et je me demandais juste, est-ce que finalement, vu l'accélération de l'évolution du niveau de la mer sur les dernières années, enfin sur les 30 dernières années justement, est-ce qu'une tendance séculaire, elle est toujours pertinente? Enfin, du coup, de votre point de vue, je comprends que il faut prendre plus de données. L'idée, c'est pour pouvoir aller
estimer un niveau moyen dans le passé. Enfin, je pense qu'il faut juste faire attention, il me semble, dans les conclusions, sur la période qui est affichée pour calculer une tendance. Je pense que ça doit dépendre de l'objectif recherché, en fait. Est-ce que vous partagez cet avis ou? Souvent, les tendances, on les affiche plutôt pour estimer ce qui va se passer à l'avenir. Et du coup, moi, je m'interroge un petit peu sur est-ce qu'une tendance séculaire, elle reste pertinente aujourd'hui? Enfin, je ne suis pas sûre. Et je ne sais pas si je suis très claire. Oui, oui, tout à fait. Alors déjà, oui, bien sûr, les tendances, après, tout dépend un petit peu de l'objectif de l'étude par la suite. Et c'est sûr que la question se pose et je vais laisser la parole à Alexa pour quelques compléments. Ouais, moi je suis marin avec Nathalie, en fait, on ne me voit pas sur le nom, mais je suis avec elle. Donc Alexa Latapie du CHUM, et on a participé, enfin, j'ai participé aussi à cette étude. Et oui, en fait, je partage ton avis, Lise. C'est effectivement une tendance sur 30 ans, c'est forcément plus utile pour la période actuelle. Mais là, vu que c'est peut-être pas écrit texto dans la conclusion, mais là, vu qu'on s'intéresse à des événements plutôt passés, ça n'a pas trop de sens de prendre 30 ans, alors que là, pour le coup, 100 ans avait plus d'utilité et on voyait bien que ça affinait beaucoup plus les résultats. Mais peut-être qu'on modérera dans notre conclusion du papier le fait de suite discriminer 30 ans pour une tendance. Après, Ok. sur la période récente, de toute façon, on a en général des observations directement pour faire des analyses harmoniques dessus et donc prendre l'hydrodynamisme de l'époque. Le problème des phénomènes passés, c'est que souvent on n'a pas d'observation et donc on n'a pas de jeu de composantes harmoniques qui peuvent vraiment nous permettre de faire des prédictions. Donc, on est obligé de faire des alternatives avec des tendances. Oui, bien sûr. Donc, c'est bien conditionné à cet objectif, en fait. Ouais, c'est ça. Oui, C'est c'est ça. exactement. Bah, de toute façon, l'étude, c'est vraiment sur l'estimation des surcotes dans le passé, pas du tout sur. Ça pourrait être extrapolé d'ailleurs plus généralement à l'époque présente, mais après, c'est un débat philosophique et je ne rentre pas dans ce débat-là maintenant. Du coup, si je peux me permettre une deuxième question, vu que j'ai mon micro ouvert. Il n'y a plus la dernière slide de conclusion, mais j'ai vu, donc vous avez testé donc sur différentes durées d'observation pour calculer les constantes harmoniques. Et est-ce que vous jugez finalement le gap entre 5 ans et 19 ans, est-ce que vous le jugez considérable en termes d'écart? Ou parce que avoir 50 données dans le passé ou 19 ans, en effet, c'est fondamentalement différent. J'imagine qu'on peut espérer avoir parfois 50 données, 19 ans, c'est peut-être un peu c'est forcément plus compliqué. Et finalement, le gap, je n'avais pas l'impression qu'il était si énorme que ça en écart. Enfin, vous avez une position vis-à-vis de ça? Ouais, je repartage du coup l'écran et je suis d'accord avec toi. En fait, on est sur 5 ans, finalement, on s'aperçoit que, alors on réduit avec 19 ans, mais que de quelques centimètres, mais c'est que déjà à partir de 5 ans, on a une incertitude associée du coup aux surcotes passées qui sont quand même relativement faibles, autour de 7 cm. 5 cm si on met 19 ans, on gagne 2 cm, c'est pas forcément rigolant. Oui, je trouve que c'est un résultat en tout cas qui donne espoir en fait sur certains cas en Ouais. tout cas d'affiner. Très bien. Et après, sachant aussi que là, on n'en a pas parlé dans le diapo, mais Nathalie le disait au tout début, c'est une incertitude qu'on a voulu voir rien qu'au niveau de la prédiction de marée. Et après, il y a toute l'incertitude liée à l'observation en tant que telle sur l'instrumentation utilisée. Là, du coup, va se rajouter à cette incertitude de prédiction. Et là, on n'en parle pas dans cette étude. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions sur cette présentation? Bon, si ce n'est pas le cas, cette présentation clôt les présentations des différents sous-groupes
du GT. Et donc, je vais laisser la main cette fois-ci à Antonin Migaud qui va parler de la base de données